Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire et c'est avec un immense plaisir que, en ma qualité, moi, professeur agrégé Josué Diatewa, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire qui est organisé sous l'égide de la Ligue internationale contre l'épilepsie autour d'un thème qui est porteur de sens, d'engagement et d'innovation, qui est l'expérience de la Ligue congolaise contre l'épilepsie dans la prise en charge de cette maladie. Dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, les personnes vivant avec épilepsie font encore face à d'importants défis tels que la stigmatisation sociale, l'accès limité au diagnostic et au traitement, ainsi que la pénurie de professionnels formés, mais aussi l'inégalité territoriale dans la prise en charge. Face à ces différentes réalités, il est donc impératif de valoriser les initiatives locales, de mettre en lumière des bonnes pratiques et de favoriser la mutualisation des savoirs et des expériences. La Ligue congolaise contre l'épilepsie est aujourd'hui un exemple inspirant d'engagement multisectoriel impliquant soignants, chercheurs, acteurs communautaires et autorités sanitaires. Par son action, elle contribue concrètement à briser les tabous, renforcer les compétences et créer des parcours de soins plus accessibles et plus humains. Ce savoir, ce soir, notre invité va donc partager avec nous une expérience de terrain qui est riche, illustrée par des résultats probants, mais aussi par des défis persistants, avec une vision prospective qui pourra nourrir d'autres dynamiques sur le continent. Le déroulé de ce webinaire est plutôt simple. Après, c'est une présentation principale qui sera faite par l'orateur que je vais vous présenter par la suite. Nous allons par la suite procéder à un temps d'échange avec vous, chers participants. Pour ce faire, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat tout au long de la session. Sans plus attendre, permettez-moi de vous présenter notre intervenant de ce soir, qui est le docteur Justin Mboussa Kombi, qui est neuropsychiatre, chef du service de D'accord. neuropsychiatrie au Centre hospitalier universitaire Renaissance de Kinshasa. Il exerce également dans le département de neurologie de l'Université de Kinshasa, où il coordonne des travaux sur les troubles neurocognitifs chez les survivants de la maladie à virus Ebola, dans le cadre du projet Neuro-Ebola. Secrétaire général de la Ligue congolaise contre l'épilepsie, il est également membre actif de plusieurs organisations internationales, dont la World Federation of Neurology, l'International Brain Research Organization, IBRO, et l'Association pour la promotion des neurosciences. Merci à vous, Dr Mboussa, pour votre précieuse contribution à ce webinaire. Je vous donne la parole. Salut à tous et bienvenue à ce webinaire éducatif organisé par la Ligue internationale de lutte contre l'épilepsie, section Méditerranée et Afrique. Je suis le docteur Justin Kourli. Je suis actuellement le secrétaire général adjoint de la Ligue congolaise contre l'épilepsie, en sigle l'ICOC, en République démocratique du Congo. Dans cette présentation, je vais partager avec vous sur l'expérience de la Ligue congolaise contre l'épilepsie. Pour la petite histoire, la Ligue congolaise contre l'épilepsie a été créée au mois de juin 2012. Elle a été agréée au cours de la même année, au mois de novembre, par le ministère de la Santé publique de la République démocratique du Congo. Comme objectif, la LICOC œuvre pour la promotion du bien-être des personnes affectées par l'épilepsie et elle organise des activités de vulgarisation à l'intention du public et des décideurs publics. La LICOC organise également des formations pour le personnel de santé et des activités scientifiques en rapport avec l'épilepsie. Au moment de sa création, elle était constituée d'un noyau de médecins du Centre neuropsychopathologique, qui est l'un des laboratoires de l'Université de Kinshasa.
Ensuite, elle a étendu ses activités à l'intérieur du pays. Quelle est alors la situation de l'épilepsie en République démocratique du Congo? L'épilepsie est un problème majeur de santé publique qui touche 1% de la population mondiale. En considérant cette prévalence mondiale, la ville cosmopolite de Kinshasa, avec ses 12 millions d'habitants, compterait 120 000 personnes épileptiques. Cependant, il n'y a pas d'études de prévalence nationale concernant l'épilepsie. Quelques études réalisées dans les milieux affectés par la cysticercose et l'onchocercose ont montré des prévalences de l'épilepsie supérieures à 5%. Il n'existe pas de guideline thérapeutique nationale élaboré par les spécialistes en matière d'épilepsie. Le guide clinique et thérapeutique national qui existe actuellement n'accorde que quelques lignes sur les notions générales du traitement de l'épilepsie. Dans le pays, il n'existe pas non plus une unité de recherche sur l'épilepsie et aucune formation d'épileptologue. Quelques enquêtes d'opinion montrent que moins de 50% des personnes reconnaissent l'efficacité du traitement médical de l'épilepsie. Ainsi, par exemple, au niveau communautaire, seulement 23% des enquêtés à Kimpese c'est un milieu affecté par l'onchocercose, et 33% dans la ville de Lubumbashi reconnaissent et acceptent que le traitement médical est efficace et peut être utilisé pour soigner les crises épileptiques et les épilepsies. Cependant, il n'existe pas de données dans ce sens au niveau clinique. Enfin, au moins une personne sur deux considère que l'épilepsie a une origine magico-religieuse. Cette conception est retrouvée chez 88% des personnes à Makala, Makala qui est une commune urbano-rurale de la ville de Kinshasa, et chez 66% dans la ville de Lubumbashi. La même tendance est retrouvée dans les études cliniques où on a par exemple 55% à Lubumbashi et 66% à Kimpese. Ainsi, plusieurs défis restent à relever. Le défi d'information et de sensibilisation constitue une urgence pour faire accepter l'épilepsie comme une affection médicale et faire sortir l'épilepsie de l'ombre des croyances superstitieuses dans l'opinion. Le défi de l'accessibilité limitée aux médicaments anti-épileptiques qui est lié à leur coût élevé et du fait que l'épilepsie est une maladie chronique. Un autre défi est celui de rédiger un guideline de prise en charge de l'épilepsie à chaque niveau dans la pyramide des soins en République démocratique du Congo. Quelles sont alors les initiatives localement menées par la LICOC pour la formation et la recherche? Notre équipe mène actuellement des campagnes de sensibilisation et des études sur l'épilepsie. Nous menons régulièrement et continuons à mener chaque année des campagnes de formation et de sensibilisation du personnel soignant et non soignant sur la classification et la prise en charge des crises épileptiques et l'épilepsie. Nous avons mené des études notamment sur les comorbidités de l'épilepsie, l'association neurocysticercose et épilepsie, l'association neuro-onchocercose et épilepsie. Nous avons également affiné l'étude du profil clinique des épilepsies au Centre neuropsychopathologique de l'Université de Kinshasa.
Nous avons initié et renforcé la collaboration avec l'Université de Kinshasa sur les études des affections à tropisme neurologique et à leurs conséquences psychosociales dans notre société. À l'issue de ces études, de nombreux articles scientifiques ont été publiés, dont je vous cite quelques-uns. Nous avons la publication de l'équipe du professeur Bora Béatrice, qui est très dynamique à Lubumbashi. Elle a travaillé sur l'épidémiologie, les facteurs de risque et les déficits de traitement chez les personnes vivant avec l'épilepsie à Lubumbashi. L'équipe de Milogo a publié un article sur l'association entre la neurocysticircose et l'épilepsie en Afrique subsaharienne. L'équipe de Tumbalog a publié sur les aspects cliniques et étiologiques des épilepsies en milieu rural endémiques aux parasitoses à tropisme neurologique. Chibambe et ses collègues ont fait une revue sur la prise en charge de l'épilepsie en République démocratique du Congo. Et récemment, l'équipe de Tumba Alphonsine vient de publier sur le profil clinique et évolutif des crises épileptiques chez les enfants épileptiques admis au service de neuropédiatrie du Centre neuropsychopathologique de l'Université de Kinshasa. Comme autre activité menée durant l'année passée, la LICOC a organisé une semaine de sensibilisation et de formation sur l'épilepsie à l'intention des infirmiers, des médecins généralistes des centres de soins de santé primaires au mois de février 2024. C'est une activité qui est organisée régulièrement par cette ligue en province. Une conférence de sensibilisation a été organisée pour les élèves du complexe scolaire Monseigneur Moké à Kinshasa, toujours en février 2024. Et en mars 2024, un séminaire de mise à niveau sur le diagnostic, la prévention, la prise en charge médicale et psychosociale de l'épilepsie a été organisé à Kinshasa avec comme public cible les internes en médecine, les résidents, les jeunes neurologues et autres. Toujours en mars 2024, un autre séminaire sur la définition, les symptômes et les mesures d'urgence à prendre pour les patients souffrant des crises tonico-cloniques généralisées a été organisé à Lubumbashi à l'intention des élèves du primaire, du secondaire et des étudiants de l'université. Enfin, en décembre 2024, une activité de formation sur l'épilepsie et l'EEG a été organisée pour les jeunes résidents des pays africains francophones à Kinshasa. Et l'activité avait été cofinancée par la Ligue internationale de lutte contre l'épilepsie et l'IBRO. Parmi les perspectives à venir, nous avons planifié pour les 5 prochaines années des campagnes de formation et de sensibilisation de l'équipe cadre des zones de santé, notamment les médecins chefs de zone, les infirmiers titulaires et les administrateurs des hôpitaux sur l'épilepsie. Nous allons faire des démarches pour l'intégration de la prise en charge de l'épilepsie dans les soins de santé primaires. Nous allons mener également des démarches et des actions auprès des autorités gouvernementales pour rendre gratuits les médicaments anti-crise de base, comme les antipaludéens et les antituberculeux le sont. Nous allons nous focaliser sur l'élaboration d'un registre national des personnes vivant avec l'épilepsie. Cette activité a déjà débuté au niveau de la LICOC Lubumbashi.
Quels sont les domaines qui nécessitent un appui de la Ligue internationale de lutte contre l'épilepsie? Ou alors, quelles sont les propositions de collaboration? La Ligue internationale de lutte contre l'épilepsie peut nous accompagner dans les activités de formation, d'information et de sensibilisation de la population par rapport à l'épilepsie, dans le renforcement des capacités du personnel des soins de santé primaire en matière d'épilepsie, dans l'habilitation des autorités politico-administratives et sanitaires en matière d'épilepsie, mais aussi dans l'appui au développement et à l'implémentation des unités de recherche sur les épilepsies. Et enfin, elle peut nous apporter un appui substantiel au fonctionnement du centre d'épileptologie. Ce centre est actuellement en gestation, mais le démarrage est confronté au défi de l'équipement. La LICOSE collabore avec plusieurs autres organisations, aussi bien locales qu'internationales. Parmi ces organisations, nous pouvons citer le département de neurologie de l'Université de Kinshasa et de l'Université de Lubumbashi, la Société congolaise de neurologie, l'Association pour la promotion des neurosciences, le Programme national de santé mentale, la Société des neuroscientistes africains, la World Federation of Neurology, l'Académie américaine de neurologie et l'International Brain Research Organization. Grâce à la collaboration entre la LICOC, la Ligue internationale et IBRO, nous organisons chaque année, depuis plusieurs années, des rencontres internationales visant à partager nos connaissances et à former les jeunes chercheurs congolais ou africains. Ces images illustrent la rencontre qui a eu lieu à l'INRB Kinshasa du 9 au 12 décembre 2024, une activité qui a été cofinancée par la Ligue internationale de lutte contre l'épilepsie et Libro à l'intention des résidents congolais et d'Afrique francophone. À l'issue de cet exposé, quelles sont alors les recommandations ou les actions prioritaires pour une coopération fructueuse avec l'ILAE? C'est notamment le programme de formation et de sensibilisation de la population, y compris par l'usage de nouvelles technologies qui doivent être implémentées au centre neuropsychopathologique de l'Université de Kinshasa. C'est la formation du personnel des soins de santé au niveau primaire dans le dépistage, le diagnostic et la prise en charge de l'épilepsie dans le cadre des soins de santé primaire en utilisant l'approche Mental Health Gap. Et enfin, la mise en place d'une unité de soins et de recherche sur l'épilepsie. Ainsi, nous vous remercions pour votre attention soutenue pour ce webinaire. Nous attendons cordialement vos remarques, vos suggestions et questions. Je vous remercie. Merci à vous, Docteur Mboussa, pour ce partage d'expérience qui est très enrichissant. Et cette intervention que nous venons de suivre soulève sans doute de nombreuses réflexions. Et donc, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les formuler dans le chat. Nous allons donc en sélectionner quelques-unes pour pouvoir les poser à notre invité.
Alors, nous avons déjà eu une question dans le chat qui était de savoir que signifie Ibro. C'est la première question qui a été posée par Sarah Chafak. Tu es dans le noir, là. Oui, il vient d'avoir un petit souci d'électricité. Bon, désolé pour ce petit désagrément. Et donc, si on doit répondre à Madame Tafa qui a posé la question de savoir que signifie IBRO, c'est l'organisation internationale qui fait la recherche sur le cerveau. Et donc, pour le docteur, il avait une autre question qui était de savoir s'il y a des recherches faites concernant la prise en charge de l'épilepsie chez les enfants et les nouveau-nés. Oui, effectivement, il y a une unité de neuropédiatrie qui est installée au niveau du département de neurologie de l'Université de Kinshasa, plus précisément au centre neuropsychopathologique qu'on appelle communément CNPP. Je sais que le professeur Caputo, qui chapeaute cette unité, je pense qu'il est en ligne. Professeur Caputo, vous êtes en ligne? Ah, c'est comme s'il n'est pas en ligne, mais il y a des recherches qui se font sur les enfants par rapport à tout ce qui concerne leurs problèmes, que ce soit des problèmes infectieux, que ce soit des problèmes de neurotoxicité. Donc, toutes sortes d'études sont menées là-bas. Le prof Caput, s'il est en ligne, il donnera beaucoup de précisions par rapport à ça. Mais c'est une unité qui existe et qui travaille également. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, docteur Moussa. La question suivante posée par le professeur Moustapha Ndiaye est de savoir quelles sont les sources de financement de la Ligue congolaise au niveau local. Oui, au niveau local, c'est d'abord des organisations du département où se trouve la Ligue congolaise. Il y a les membres qui font des cotisations pour mener des actions. Mais en dehors de ça, vous avez d'autres partenaires, comme nous l'avons cité, il y a notamment le gouvernement congolais. Et dans ce sens-là, il y a toujours des petits projets que nous élaborons et nous les introduisons à qui de droit. Donc, il y en a au niveau national, il y en a aussi au niveau international. Comme là, vous avez vu par exemple la collaboration entre la Ligue internationale, Libro, et la LICOSE, qui fait que chaque année, par exemple, nous organisons des rencontres avec des jeunes neurologues africains et même de Madagascar pour des rencontres sur des sujets en rapport avec l'épilepsie. Mais je pense que Josué, je pense que le professeur Caput est en ligne. Il peut peut-être D'accord. répondre par rapport aux recherches qui sont faites par rapport aux enfants. Professeur Caputo. Et professeur Caputo, vous avez la parole si vous avez des éléments de réponse, de contribution en plus. Ah, il aura un peu Ah, du mal ah, à voir. apparemment, il a du mal. Donc, Oui. donc si je peux continuer sur cette lancée, c'est que il y a des fonds locaux qui sont levés, mais il n'y a pas un fonds permanent. Ce sont des contributions ponctuelles, soit des membres, soit alors par des petits projets. Et donc, c'est seulement ça. Et sur le plan international, la collaboration, il y a d'abord la Ligue sur le plan international, la Ligue internationale. Il y a Libro également qui nous supporte. Et c'est comme ça qu'on évolue. On n'a pas encore vraiment de fonds permanents par rapport à ce que nous faisons. D'accord. Merci, docteur Moussa. Il y avait une autre question qui était de savoir, dans la prise en charge médicamenteuse, quels sont les médicaments que vous utilisez le plus souvent dans la prise en charge des épilepsies?
Alors, il faut savoir que les épilepsies constituent, il y a vraiment un problème par rapport à ça parce que l'accessibilité aux médicaments est difficile, d'autant plus que souvent, la maladie atteint des familles pauvres, atteint souvent des familles pauvres et ce sont des médicaments également qui coûtent cher. Alors, le programme national, lui, dans le guide clinique qu'il a mis en place, il milite pour le phénobarbital, la carbamazépine et le valproate de sodium. Donc, ce sont les médicaments qui sont les plus disponibles, mais c'est plus le phénobarbital qui peut être retrouvé même dans les milieux les plus reculés. Alors, dans notre pratique quotidienne, ce sont aussi ces molécules-là qui sont généralement utilisées, bien sûr, en tenant compte des contre-indications des unes et des molécules en question. Donc, il y a le phénobarbital, euh, il y a la carbamazépine et le valproate. C'est actuellement que on est en train d'introduire d'autres tels que le levetiracetam, donc le Keppra. Donc, voilà les molécules qui sont couramment utilisées ici chez nous. D'accord, merci docteur. Il y avait une question en ce qui concerne les formations. Vous avez dit tantôt que des formations devaient être mises en place et la question était de savoir comment vont se dérouler ces formations et quels seront les bénéficiaires en fait de ces différentes formations. Oui, dans notre pays, nous avons un grand problème par rapport à l'épilepsie. Vous avez vu dans les statistiques que nous avons données que même dans les milieux urbains, les gens ont du mal à reconnaître l'épilepsie comme une maladie. Tellement pendant longtemps, les gens ont pensé que c'est mythico-religieux. Et beaucoup de gens ne connaissent pas vraiment ce que c'est. Ils trouvent que c'est étrange, que c'est mystérieux. Alors, ici, notre problème actuel, c'est d'abord de sensibiliser. Sensibiliser, faire connaître l'épilepsie et la faire sortir de cette ombre-là plutôt magico-religieuse. Alors, comme je vous ai dit, nous n'avons pas vraiment de fonds permanents qui nous permettent de pouvoir faire cette sensibilisation. Nous avons déjà planifié au cours de l'année des sensibilisations, des campagnes d'information auprès des élèves, auprès des églises et auprès des étudiants, mais également euh, pour le public, pour le public. Ce qui fait que, comme nous n'avons pas de fonds permanents, quand il y a une activité, nous essayons de nous cotiser, nous faisons des petits projets par rapport à l'activité et nous introduisons chez les bailleurs de fonds, c'est les gens qui nous comprennent, afin de pouvoir réaliser ces actions. Mais je ne sais pas, le président, le prof Caputo, il est en ligne, il peut me compléter. Alors, Prof Caputo, Je pense qu'il a un peu de mal avec le chat pour ça, mais pour ça, oui, Capoute, vous pouvez laisser la réponse écrite, je vais la relire, je vais la lire pour vous. Euh, Docteur Moussa, en fait, dans le même ordre d'idées, vu oui, que vous fonctionnez sur fonds propres avec des cotisations un peu personnelles, ça veut dire que les formations que vous envisagez de faire, que vous avez commencé à faire, donc vont commencer par viser d'abord les soignants. oui, Par la suite, vous allez voir les enfants ou les élèves, par la suite la population générale, en fonction des moyens que vous aurez. Donc, vous allez procéder par étapes, en fait. exactement. Pour D'accord. nous, le plus facile, c'est le personnel soignant parce qu'il est plus accessible sans beaucoup de frais. Tandis Mhm. que quand vous devez aller dans une école, vous voyez ce que ça fait pour la période. Soit vous choisissez la période de congé, soit quand vous y allez, vous attendez que les cours se terminent. Et ça handicape parfois. Et certains vous demandent même, par exemple, de payer leurs frais. Et c'est ce qui complique souvent. D'accord. Nous avons une question Oui. de Ah, Akon. attends un peu, je vois. Est-ce que docteur Grace, tu es en ligne?
Grâce, Bilungula. Oui, je t'écoute. D'accord. Bon, je pense que pour ça, Caputo avait un peu de souci, mais c'est pas grave. Oui, C'est en attendant de voir si on peut avoir sa réponse pour pouvoir la transmettre. Il y oui, avait une question qui a été posée par Akon Baganda de Youth Hope House, qui est une ONG. Sa question était de savoir si dans le contexte congolais, vous aviez des approches ou quelles étaient les approches que vous avez trouvées les plus efficaces pour changer les croyances culturelles et spirituelles autour de l'épilepsie, en particulier dans les zones rurales où ces questions sont très peu étudiées. oui. Dans les zones rurales, nous commençons d'abord par les responsables des églises et les autres influenceurs de la société, tels que les chefs coutumiers, les chefs de localité. Nous commençons par ces personnes, nous les sensibilisons, nous leur expliquons à peu près la maladie et nous leur disons que le traitement est possible. C'est à partir de ces points focaux que nous atteignons la population. Soit que eux-mêmes vont vers la population quand c'est possible, ou alors on organise des petits focus avec un échantillon de la population, quitte à elle d'aller également sensibiliser les autres. Donc, c'est cette approche que nous avons souvent pour sensibiliser et essayer de résoudre le problème mystico-religieux. Ensuite, nous, quand nous avons l'occasion, et s'il y a quelqu'un vivant avec épilepsie de courageux, nous allons avec lui et c'est lui qui témoigne auprès des autres que c'est possible. Voilà un peu la stratégie que nous menons pour essayer de réduire ces considérations mystico-religieuses. D'accord. Merci Justin. Donc, étant donné, je poursuis toujours dans le même ordre d'idées que a proposé Youth Hope House, c'est ces actions à ce moment. Est-ce qu'elles peuvent être adaptées dans un contexte de camp de réfugiés comme celui qu'il va proposer? Là où ils interviennent, c'est à Nikavale en Ouganda. Est-ce que c'est possible? Vous savez que notre pays actuellement est confronté à un problème d'insécurité et Mhm. c'est un sérieux problème parce qu'il y a des coins que, par exemple, nous ne pouvons pas atteindre. Mais je sais que nous avons un délégué, par exemple, au Nord Kivu à Beni, qui essaie de lutter parce que euh, d'abord, il y a un problème d'insécurité. Vous-même, vous ne savez pas comment être sécurisé. Mais ce qu'on peut faire peut-être, c'est que dans les régions qui sont occupées, dans les régions qui ont une grande insécurité, on peut chercher, si possible, parmi ceux qui atteignent les populations, ceux qui peuvent atteindre ces populations-là, on cherche un leader qui peut peut-être sensibiliser par rapport à ça. Mais sinon, pour nous ici à Kim, c'est quand même un peu difficile, hein, parce que nous-mêmes, on a peur aussi, hein, pour notre sécurité. Et aller parler des choses que les gens considèrent comme mystiques, aller dire que c'est possible dans un contexte d'insécurité, c'est quand même un peu difficile. Donc, seulement si nous sommes en contact avec les leaders de ces zones en insécurité, on peut faire ça. Mais c'est un contexte difficile, hein, à cause du climat politique un peu suspicieux. D'accord. Merci beaucoup pour cet élément de réponse plutôt clair. Là, il y avait une autre question qui était de savoir si vous avez déjà rencontré des cas d'épilepsie qui étaient associés à la malnutrition sévère chez les enfants. Si c'est le cas, comment est-ce que vous avez procédé pour la prise en charge ou est-ce qu'il y a eu des recherches faites dans ce cas de figure entre épilepsie et malnutrition? En fait, le prof Caput, je pense, est mieux placé pour répondre à ça parce que c'est lui qui s'occupe des enfants. Mais ce que Oui. je peux dire, c'est qu'au Congo, on sait que près de 40% d'enfants sont mal nourris. Donc, il faut faire avec. Certainement que comme les enfants épileptiques viennent généralement aussi des familles pauvres, certainement que ces enfants-là sont également mal nourris. Je pense que par rapport à ça, j'ai pas vraiment une très grande expérience, mais je sais que certainement sur les notices des médicaments, il y a des recommandations par rapport au poids.
par rapport au poids, les doses qu'il faut donner et par rapport également à la malnutrition ou à d'autres situations telles que des problèmes rénaux, des problèmes hépatiques, certainement. Mais si le prof Caputo, qui s'occupe des enfants, était en ligne, je pense qu'il aurait une meilleure réponse. Voilà un peu ce que je peux dire. D'accord, je pense que ce sont des éléments dont on tiendra compte pour avoir aussi Oui. l'opinion du professeur Caputo peut-être pour des prochaines sessions. Mm. Et l'autre question était de savoir, au cours de votre expérience, la question était de savoir quelle était les programmes, votre expérience, le retour que vous avez en essayant d'apporter une éducation aux enfants sur leur autonomie et la santé mentale, notamment les enfants avec épilepsie. Oui, il faut dire que sur ce plan, il y a quand même la Ligue, il y a la Ligue de Kinshasa et la Ligue de Lubumbashi qui sont vraiment très actives. Et les échos que nous avons, par exemple, à Lubumbashi, c'est que comme ce sont les enfants qui comprennent de quoi il s'agit et entre eux, ils se donnent le message. Et quand ils arrivent à la maison, ils racontent ce qu'on leur a dit. Apparemment, nous avons des bons échos par rapport à la compréhension, par rapport même aux explications qu'il faut. Par exemple, il y a des enfants qui convulsent à l'école. Il y a des enfants qui convulsent à l'école et généralement, souvent, on dit que si vous touchez cet enfant-là, ou si la salive vous touche, vous aussi, vous serez contaminé. Ou quand il y a un relâchement sphinctérien, si vous touchez les urines ou les selles, vous serez aussi contaminé. Mais actuellement, avec les campagnes annuelles que la Ligue, par exemple, de Lubumbashi organise, on a des bons échos. On a de plus en plus de gens qui savent de quoi il s'agit, qui savent expliquer l'épilepsie et qui ne fuient plus les enfants épileptiques. Par exemple, auparavant, les enfants épileptiques n'étaient pas présentés à la famille. Quand il y avait des visiteurs, ce sont des enfants qu'on mettait derrière et qu'on ne présentait pas. Mais actuellement, comme les gens savent que c'est une maladie comme toute autre qu'il faut soigner et qui peut être soignable par des médicaments, on a quand même des bons échos. Même si on n'a pas fait des statistiques par rapport à ça, mais nous pensons quand même que la sensibilisation marche sur ce côté-là. Voilà ce que je peux dire. D'accord. Dans le même ordre d'idées, juste pour essayer d'avoir un complément, de façon pratique, lorsque vous avez procédé à ces séances d'éducation, de sensibilisation pour les enfants, il s'agissait dans le programme d'action, juste des conférences, des éducations, ou bien vous avez utilisé des supports un peu particuliers comme un dessin animé, une brochure, pour pouvoir faire passer le message à ces enfants. Pour faire passer le message, il y a des brochures que nous élaborons, mais c'est beaucoup plus de scénettes. Nous organisons des scénettes où d'autres enfants essayent d'imiter les crises convulsives et la façon de s'y prendre, c'est-à-dire quelles sont les mesures d'urgence que l'on peut, quelles sont les actions d'urgence que l'on peut mener si, par exemple, un enfant convulse. Dans le cas d'une crise généralisée tonico-clonique, quels sont les gestes à faire, quels sont les gestes à ne pas faire. Et nous trouvons que cette méthode-là est celle qui tient vraiment. En plus, il y a des vidéos que nous pouvons projeter. C'est ainsi que nous procédons par rapport aux enfants. D'accord. Alors, une question était également de savoir pour le diagnostic. Est-ce que vous vous basez essentiellement sur la clinique dans la plupart des cas ou bien vous avez également recours à l'EEG? Oui, le diagnostic des épilepsies est avant tout clinique et on Hmm? peut s'aider de l'électrophysiologie, notamment l'EEG. Le problème ici, c'est que dans les milieux, dans les campagnes, il n'y a pas d'EEG. Je pense que dans la présentation, vous avez vu que il n'y a pas d'EEG, il n'y a pas d'épileptologue. Donc, c'est beaucoup plus la clinique. Et les gens sont formés pour qu'ils reconnaissent tous ces événements paroxystiques qui peuvent ressembler à de l'épilepsie. Donc, on les forme à bien faire une bonne anamnèse qui leur permette de s'en sortir. Mais en ville ici, par exemple, où nous avons l'EEG,
On combine les deux. On fait la clinique et puis on demande des EEG. Sauf que nous savons qu'un EEG normal, surtout qui est réalisé en intercritique, ne dit pas, s'il est normal, il ne dit pas nécessairement que la personne n'est pas se prendre. Donc, c'est la combinaison des deux, surtout dans les milieux urbains. Mais dans les milieux ruraux, c'est purement la clinique. Purement la Mhm. clinique. Ouais. D'accord. D'accord. Donc, étant donné que vous avez mené beaucoup de travaux en milieu ruraux, vous êtes essentiellement basé sur la clinique et lors des campagnes, en fonction des moyens aussi, le G n'est pas toujours disponible, mais comme on dit, le diagnostic est essentiellement clinique. Alors, Oui, sauf que pour les études que nous avons menées, nous étions obligés d'amener le matériel sur le terrain. d'accord. Oui, oui, c'est ça. Ok. Donc, à ce moment, vous avez quand même eu le. D'accord. La question suivante, c'était de savoir, d'après les données que vous avez, quelles étaient les principales étiologies d'épilepsie chez les enfants et celles chez l'adulte? Oui. Nous avons les études que nous menons, ce sont des études généralement qui sont associées à d'autres milieux. Donc, ce sont des études que nous menons dans des milieux où il y a co-infection. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'études qui sont focalisées seulement à rechercher les étiologies. Par exemple, nous avons mené des études dans un milieu à onchocercose. À onchocercose, et là, on a déterminé la prévalence des crises épileptiques par rapport à l'onchocercose. Nous avons également mené d'autres études dans les milieux où il y a beaucoup de crises épileptiques. Par exemple, dans les régions où sévit la cysticercose. Et là également, nous avons mené des études par rapport à ça. Et d'autres, ce sont des études cliniques que nous menons au niveau du centre neuropsychopathologique ou alors en collaboration avec les d'autres études de l'Université de Kinshasa. Mais il n'y a pas une grande étude au pays qui, euh, qui a recherché toutes les étiologies possibles par rapport aux épilepsies. D'autant plus que les moyens sont à chercher. Donc, on y va par intérêt et par importance du problème. Comme par exemple, dans les milieux de Kimpé, dont j'ai parlé, ou à Kasangulu, on retrouve une fréquence très élevée de crises épileptiques. C'est là que nous sommes actuellement en train de mener une étude. Donc, nous y allons par priorité, d'autant plus que les moyens sont limités. Ouais. Ouais. D'accord. Merci bien pour cette précision. Mais vous aviez aussi dit, et c'est aussi une question qui se trouve dans le chat, vous Mhm. avez majoritairement recherché une considération mystico-religieuse de l'épilepsie dans la société, euh, Oui. notamment dans les régions à Lubumbashi et autres où vous avez recherché. Est-ce que Mhm. dans les processus, dans les actions concrètes que vous avez menées, vous avez déjà commencé à travailler avec les responsables religieux pour essayer de déconstruire ces croyances? Effectivement, beaucoup de responsables religieux ont été briefés sur l'épilepsie et beaucoup d'autres ont intégré l'association. Donc, c'est dans ce sens-là que nous essayons d'échanger parce qu'il n'y a que ces leaders-là qui peuvent changer la conception par rapport à leurs fidèles. Nous, nous sommes comme des étrangers. Et il n'y a que eux qui ont la parole à être écoutés. Donc, il y en a d'autres, il y en a même d'autres qui sont épileptiques et qui ont compris que la maladie n'est pas mystico-religieuse. Il y a d'autres églises où on prenait tous les épileptiques et les épileptiques restaient à l'église en permanence et des prières chaque jour. Mais quand on est arrivé, on a expliqué la maladie. Et généralement, quand nous faisons des campagnes, il y a quelques comprimés de phénobarbital que vous pouvez donner. Et quand ils voient les résultats, c'est ça aussi le miracle. Le miracle médicamenteux, en fait. Donc, c'est un Ok. peu ça ce que nous faisons. Ça vous a pris à peu près combien de temps pour que les responsables religieux arrivent à accepter, parce que c'est pas tout le monde, c'est pas tous les responsables religieux. Il y a certains responsables religieux qui en font, excusez-moi le terme, un fonds de commerce. Parce qu'ils vont dire derrière s'il y a un esprit qui se cache derrière la maladie et autres. Mais ça vous a pris à peu près combien de temps pour arriver à convaincre ces responsables religieux d'accepter le fait que c'est égal, c'est réellement une maladie qu'on peut soigner, qu'il y a un traitement qui existe? D'après votre expérience, à peu près combien de temps ça vous a pris pour les aider
arriver à accepter la maladie, en fait. Vous savez, définir ça en termes de temps, c'est un peu compliqué. Mais par exemple, à Lubumbashi, où les campagnes sont régulières dans ce sens-là, ça peut prendre un peu de temps. Mais ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, par exemple, le pasteur, alors qu'il n'a pas le niveau d'études assez suffisant pour comprendre certaines choses. Et toute chose qui lui paraît étrange pour lui, c'est Dieu. Alors, il y a ces gens-là sont difficiles à convaincre. Mais il y en a d'autres qui ont un niveau d'études un peu plus élevé, qui comprennent la situation, qui savent faire la différence entre un phénomène purement mystique ou purement religieux et un phénomène qui peut avoir une origine organique. Et pour cette catégorie de pasteurs, c'est plus facile à... Cette catégorie de pasteurs est plus facilement convaincable que ceux qui ont un niveau assez bas pour comprendre que la maladie peut également faire des choses pareilles. Donc, en termes de temps, c'est un peu plus long pour ceux qui n'ont pas un niveau assez élevé, mais les mystiques, les religieux qui ont un niveau assez haut, eux comprennent plus facilement. Mais le temps, mesurer le temps, c'est un peu difficile. D'accord. Merci bien. Une autre question était de savoir, actuellement, si vous avez les chiffres, on ne sait pas si vous les avez complètement, c'est qu'en République démocratique du Congo, vous avez à peu près combien d'épileptologues? Et comment est-ce que ils sont repartis sur le territoire national? Alors, épileptologue, non, à ma connaissance. Déjà, en tant que neurologue, nous avons moins de 200 neurologues pour tous les pays. Hmm. Et la plupart sont concentrés dans la capitale ou alors à l'étranger. Donc, il n'y a pas eu de formation d'épileptologue, à moins que ce ne soit des formations individuelles où quelqu'un va se faire former. Je pense que s'il y en a un, c'est peut-être le professeur Caputo, parce que a beaucoup travaillé sur ça et là, je pense, un master en ça. Mais apparemment, il n'est pas en ligne. Il pouvait me donner des précisions. Il n'y a pas d'épileptologue actuellement que nous connaissons qui est intégré dans la LICOC, ici chez nous. D'accord. Et donc, en comprenant très bien que c'est un peu difficile vu les moyens et vu aussi le nombre de spécialistes, de neurologues, d'épileptologues, ça fait que c'est pas toujours évident de pouvoir poser des diagnostics aussi approfondis en matière d'épilepsie. Mais de l'autre Mhm. côté, vu que vous avez quand même fait des bonnes études hein, sur tout ce qui est croyances mystico-religieuses et autres, et une fois qu'on a fait la, l'information, la sensibilisation. D'après les retours que vous avez eus après ces campagnes de sensibilisation, est-ce que l'adhésion au traitement, elle était beaucoup plus effective après ces campagnes de sensibilisation? Ou bien vous n'avez pas encore fait d'études pour avoir ce retour? Donc, jusqu'à présent, je ne sais pas si on a fait des études, parce que je n'ai pas vraiment traîné à ce poste, hein, ça fait quelques mois. Mais si les vieux qui m'écoutent étaient en ligne, ils pourraient mieux répondre à cette question, notamment le prof Loabé que vous connaissez bien. Je ne sais pas s'il est en ligne. Je n'ai pas encore posé cette question pour savoir quel est le feedback par rapport à la sensibilisation ou s'il y a des rapports comme ça. Donc, dès que je serai au courant de ça, je pourrai les partager. D'accord. Mm. Alors, il y avait une question qui était de savoir, d'après votre expérience, en matière d'épilepsie au Congo, avec les causes qui y sont ou les comorbidités que vous avez. La question était de Ouais. savoir ce ils ont sous traitement. Après combien de temps chez certains vous avez procédé à l'arrêt du traitement en Oui, fonction de vous avez des ça causes que vous... c'est, ça c'est pour l'arrêt du traitement. Généralement, quand nous avons confirmé l'épilepsie, nous y allons pour 2 ou 3 ans. Mais la difficulté, c'est souvent de connaître la cause exacte de ce qui se passe. Parce qu'on ne sait pas si les crises que la personne présente sont organiques, d'ordre structurel, ou si elles sont purement fonctionnelles. Ce qui fait que lorsque nous avons
diagnostiquer un épileptique sur base de la clinique et sur base de l'EEG, généralement, l'imagerie ne suit pas. L'IRM, ça ne suit pas. Alors, on ne sait pas exactement dire que ce traitement sera d'autant d'années, mais généralement, nous nous proposons 2 ans. Si au cours des 2 années de traitement, la personne n'a pas présenté de crise, nous essayons maintenant de réduire graduellement les doses pour voir si elle peut s'adapter sans médicament ou si alors elle restera avec des petites doses d'anticrise. Donc, comme on n'a pas vraiment l'étiologie exacte, hein, souvent beaucoup de gens sont sous antiépileptiques pendant longtemps, hein, pendant très longtemps. Oui. C'est ce qui fait que beaucoup de gens n'aiment pas cette maladie. Quand vous déclarez que quelqu'un est épileptique, c'est presque le deuil en famille. Parce que c'est ça Ouais. que c'est chronique. Et puis, ça appauvrit. C'est tout un budget qui va partir chaque mois pour des médicaments. Et après, on se dit, mais la personne ne guérit toujours pas. À quoi bon? Et il arrive par moment que, par exemple, le responsable qui supporte les médicaments parvient à mourir ou a des problèmes. Et là, là, ça devient compliqué. Surtout pour des crises qui sont résistantes. Voilà un peu ce Ouais. qui se passe. D'où la nécessité d'insister sur le plaidoyer pour pouvoir obtenir le matériel nécessaire pour pouvoir aller plus loin dans le diagnostic, surtout l'étiologie. Donc l'imagerie. Exactement. Et Et sur- nous avons bien compris que c'est vraiment un défi lequel vous avez insisté vraiment à avoir les moyens pour pouvoir aller jusqu'au bout. Et surtout, vous voyez que par exemple pour le paludisme, le traitement est gratuit. Les antituberculeux sont gratuits. Mhm. Mais il n'y a aucun médicament de base anticrise qui soit disponible gratuitement. Et ça, c'est aussi un grand défi auquel nous serons confrontés dans les prochaines années. D'accord. Merci bien, Justin. Il y avait encore quelques questions avant de pouvoir arrêter d'ici quelques minutes. C'était en fonction des médicaments que vous avez. Pour les patients Mhm. qui viennent surtout en état de mal épileptique, vous utilisez que le phénobarbital ou bien vous avez maintenant, vous utilisez aussi le valproate de sodium ou le lévétiracétam. Qu'est-ce que vous avez en fait pour le traitement de l'état de mal? Sur terrain, chez nous, le levetiracetam n'est pas disponible en injectable, de Mhm. même que le valproate de sodium. Donc, les molécules qui nous restent pour l'état de mal, il n'y a que le phénobarbital et la phénitoïne. Voilà les 2 molécules qu'on utilise. On utilise conjointement avec soit le midazolam, pour ceux qui peuvent l'avoir, ou alors avec le simple diazépam. Donc, c'est plus le phénobarbital, aussi la phénitoïne par moment, associée soit au diazépam, soit au midazolam. Voilà ce que nous utilisons sur terrain parce que le valproate et le levetiracetam ne sont pas disponibles en injectable. D'accord. Donc en fait, vous utilisez beaucoup plus le protocole par phénobarbital pour l'état de mal Oui, épileptique parce que c'est le plus accessible dans nos contrées en fait. exactement. Et dans le cadre de la multiplicité de prise en charge, pour les patients qui vont présenter des crises épileptiques au cours d'un traumatisme crânien, par exemple, est-ce que vous Mhm, travaillez de pair avec les neurochirurgiens de façon assez facile? Maintenant, pour ceux mhm. qui sont en zone rurale, on comprend bien le contexte, il y a un contexte de conflit. Dans ce cas de figure, avec eux, comment est-ce que vous faites sur le terrain? On sait que c'est assez difficile. Ça, c'est parfois difficile hein, de collaborer avec les neurochirurgiens parce que vous trouverez qu'eux aussi ont prescrit. Ils ont Mm. prescrit des médicaments. Alors, tout le monde croit qu'il peut traiter les crises. En tout cas, on n'a pas vraiment une structure qui nous lie, en fait. Chacun travaille à peu près de son côté. Or, ça ne devrait pas être le cas. Tous ceux qui ont des traumatismes crâniens, jamais je ne les vois en consultation chez nous. Souvent, ils restent chez les neurochirurgiens qui se débrouillent avec les molécules dont ils disposent. Donc, ça, c'est aussi une difficulté par rapport à notre pratique. Et ce qui fait que
par exemple, le centre neuropsychopathologique où se trouve la LICOSET, la Ligue, est un peu plus éloigné du département de chirurgie. Donc, il faut vraiment marcher parce que l'université de Kinshasa est vaste. Ce qui fait que les gens souvent préfèrent se limiter soit chez les neurochirurgiens. Mais nous, généralement, quand nous avons un problème qui nécessite une chirurgie ou un avis chirurgical, nous envoyons toujours les patients vers eux pour donner un avis. Mais souvent, on n'a pas le feedback et ce n'est pas souvent la même chose hein, pour eux. Et souvent, ils séquestrent les malades en leur donnant des médicaments. C'est un peu ça, la contrainte que nous avons. Mm. Donc, Mhm. autant c'est difficile, c'est pas toujours évident avec les neurochirurgiens. Bon, en tant que Mhm. neuropsychiatre que vous êtes, c'est donc plus facile de collaborer parfois avec les psychiatres pour ceux qui ont Oui. des crises avec manifestations psychiatriques. Nous, ici, chez nous, la formation, elle est des neuropsychiatres. Oui. C'est-à-dire, quand nous faisons notre spécialisation, nous faisons en même temps la neurologie et la psychiatrie. C'est vers la fin que chacun choisit soit de vrai en neurologie, mais tout en connaissant ce qui est psychiatrique, ou alors de vrai en psychiatrie, tout en connaissant des notions sur la neurologie. Et nous sommes dans un même bâtiment, on a les mêmes réunions du matin, les mêmes assemblées. Donc, tout ce que j'ai dit ici, les psychiatres suivent, les neurologues aussi suivent. Parce que vu l'étendue du pays, je pense que les gens ne sont pas prêts à être focus neurologue, focus psychiatre. D'autant plus qu'on n'est pas nombreux. Peut-être que c'est un temps qui viendra. Mais tout ce que je raconte ici, et les psychiatres et les neurologues, nous sommes ensemble. D'accord. Ben, une Ouais, dernière question avant de clôturer le chat parce que nous arrivons bientôt au terme. C'était de ouais. savoir pour vous, comment est-ce que les jeunes ou bien les étudiants surtout peuvent s'engager auprès de la Ligue, auprès de la LICOSE, pour qu'elles soient encore plus dynamiques, pour pouvoir arriver à atteindre les objectifs que vous êtes fixés pour les prochaines années? Oui, il faut premièrement que la Ligue s'ouvre. Il faut que la Ligue s'étende. Vous voyez, jusque-là, par exemple, j'ai parlé de la Ligue de Lubumbashi, j'ai parlé de celle de Kinshasa. Mais nous avons 26 provinces. Il faut que la Ligue s'étende, il faut que la Ligue aille en province. L'idéal serait que chaque province ait sa Ligue et que la Ligue soit fonctionnelle. L'idéal serait que chaque hôpital ait au moins un représentant de la Ligue. Et dans ce sens-là, nous serons un peu plus attrayants. Alors pour les jeunes, il faudrait que la Ligue aussi intègre des jeunes pour que les jeunes aillent auprès d'autres jeunes pour la sensibilisation. Je pense que c'est ça d'abord le défi. La Ligue doit s'étendre et dans les provinces et dans les hôpitaux et atteindre tout le monde, non seulement les jeunes, mais aussi les adultes qui ne croient pas en cette maladie. Voilà D'accord. ce que je peux dire. Merci beaucoup, docteur Mboussa, pour ce partage Ouais. d'expérience et toutes ces réponses claires et très enrichissantes. Nous vous remercions énormément. Nous pensons que ça va aider beaucoup de ligues africaines pour pouvoir essayer d'emboîter le pas et puis faire comme vous. Et donc, Mhm. avant de clôturer ce webinaire, nous souhaitons Ouais. donc attirer votre attention sur une ressource précieuse qui est mise à disposition par la Ligue internationale contre l'épilepsie, qui est la base de Ouais. données Global Health in Epilepsy. Donc, elle recense les projets d'épilepsie à travers l'Afrique, la Méditerranée orientale et d'autres régions, en décrivant Mhm. leur réalisation, les partenariats institutionnels et le périmètre d'action ainsi que les sources de financement et les besoins en bénévoles. Donc, en vous enregistrant votre projet, vous allez contribuer donc à une meilleure visibilité des initiatives locales et vous Mhm. faciliterez les collaborations futures avec d'autres acteurs clés tels que les universités, les ONG, les gouvernements ou les philanthropes. C'est aussi un moyen d'apprendre des autres et de vous renforcer votre propre impact. Nous vous invitons donc à Ouais. participer à ce travail. Et sur la prochaine diapositive, vous allez trouver un QR code à scanner Mhm. pour pouvoir accéder à votre certificat de participation. Mais le lien est également disponible dans le chat pour celles et ceux qui préfèrent l'ouvrir directement. Nous vous remercions pour OK. votre participation à tous. Merci pour toutes vos Mhm. questions. Merci, docteur Justin Boussa. Merci à toute Merci. l'équipe de la LICOSE pour ce partage d'expérience. Merci à tous et très bonne soirée. Merci, Josué.